Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous partager cette semaine l'histoire de Camille, qui a créé la start-up L'Ami Bière, qui fabrique et commercialise de la bière à partir d'un vendu de pain. Camille, il y a quelques années, est confrontée au gaspillage alimentaire et apprend qu'on a un tiers de la production d'aliments mondiale qui est gâchée. C'est à 1,3 milliard de tonnes, alors même qu'on a 10% de la population mondiale qui souffre de frein chronique, c'est-à-dire qui n'a pas accès à une alimentation suffisante. Camille raconte qu'elle a toujours voulu se sentir utile et donc elle creuse ce sujet de gâchis, ce sujet d'économie circulaire. Et je ne vais pas vous spoiler, elle l'explique beaucoup mieux que moi dans l'épisode, mais elle finit par créer l'Amish, qui est sa première entreprise pour faire de la bière à partir des invendus de pain. C'est très fort parce qu'avec l'Amish, elle va créer, elle va fabriquer, elle va vendre de la bière faite à partir d'invendus de pain. Mais malheureusement, après quelques années, elle est contrainte de fermer sa boîte. Là, elle doit prendre un choix qui est très difficile entre, en fait, persévérer face à un échec ou continuer. Et je ne vais pas vous en dire plus puisque tout est dans l'épisode. Ce que je peux vous dire, c'est que cette conversation était très intéressante, qu'elle m'a touché parce qu'elle a résonné avec ma propre expérience, et que je pense que l'histoire de Camille peut vraiment servir à tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'économie circulaire, par l'entrepreneuriat. Elle m'a touché par sa résilience, elle m'a touché par sa joie, son sourire et sa conscience aussi des difficultés. Avec Camille, on parle d'abord bien évidemment de sa start-up qui fabrique la délicieuse bière à partir d'un vendu de pain. On parle aussi de façon générale des défis et des joies de lancer une entreprise. Comment est-ce que l'idée lui est venue, quelles étapes elle a suivies, qu'on se sent utile, qu'on a un sentiment de liberté, mais qu'on a aussi des responsabilités. Donc on parle vraiment de l'entrepreneuriat de façon générale. Camille parle aussi beaucoup du fait de croire en soi et en son projet, et c'est lié à l'entrepreneuriat. On parle enfin de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du fait de fermer sa boîte et être confronté à un choix, et comment on rebondit face à ce choix. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être là et de prendre du temps avec moi. Ça fait longtemps qu'on avait échangé, on arrive enfin à prendre du temps dans ton agenda chargé. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, en partant d'où tu veux, comme on disait il y a 30 secondes. Yes, mais merci à toi déjà. Moi je m'appelle Camille, aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai toujours été hyper intriguée par le fait de créer, de découvrir et d'essayer d'apporter une solution. Okay. Ça a commencé quand j'étais toute petite avec des situations banales chez moi, ça a continué lors de ma première expérience aux éditions, dans une maison d'édition où en fait j'aimais pas ce que je faisais. Ouais. Et j'avais besoin de faire quelque chose de concret. Donc j'avais organisé une récolte des livres en interne pour pouvoir les donner à une asso. Essayer d'apporter une solution à une asso qui cherchait des bouquins pour l'enfance. Donc j'ai toujours essayé de faire quelque chose, tu vois, de me sentir active. Et ça veut dire quoi quand t'étais petite, d'où ça devient un peu cette idée de dire... Je pense que ça vient du fait qu'on m'a laissé beaucoup de liberté en soi. On m'a jamais vraiment contrainte à faut faire ça comme ci, faut faire ça comme ça. Et j'ai appris plein de trucs de moi-même. Notamment, mon grand-père m'a toujours laissé faire les choses pour que je me gamelle ou pour que je me gourre. Mais c'était tellement bienveillant qu'en fait, t'apprends, tu vois, de cette manière-là, vraiment beaucoup plus efficacement. Donc ouais, j'ai toujours été dans cette dynamique. Voilà, donc après, j'ai fait un stage aux éditions Le Robert. Ça a été un peu ma première pierre à l'édifice dans le monde salarié entrepreneurial. C'était à quel moment ce stage de ta vie? C'était en 3e année de licence.
Ok. après Donc, un Erasmus. t'étais au lycée, t'étais scientifique, littéraire. J'étais un peu de tout et un peu de rien. J'ai voulu Très partir en... généraliste. C'est ça, non mais j'ai fait du coup collège, lycée classique. Lycée, j'ai voulu partir en S parce que je suis dans une famille de matheux, Mhm. prof de maths de génération en génération. D'accord. Je n'avais pas les notes pour partir là-bas. Donc très vite, je me suis rendu compte que j'aimais aussi l'éco. Donc je suis partie en ES. Suite à ma terminale, j'ai essayé de rentrer dans une licence d'éco, puis en fait, ça m'allait pas. Donc j'ai décidé de partir dans une licence d'anglais et d'éco qui était un peu plus généraliste. Mhm. C'était quoi à ce moment-là tu voyais comment l'avenir? Tu suivais un peu comme on te proposait ou c'était J'avoue que je pense que j'avais déjà un peu une base d'entrepreneuriat parce qu'on a commencé à monter une asso à ce moment-là qui s'appelait Come Together Music Association, nice? CTMA. Et le but, c'était Tu l'as mis sur ton de... CV, ça là ou quoi? Ouf, à l'ancienne, oui. Non, mais le but, c'était de pouvoir réunir toutes les personnes qui aimaient, tu vois, faire de la musique ou qui avaient un point commun à ce niveau-là, de se réunir une fois par semaine, une fois par mois, de faire des sessions de jam, etc. C'était, je crois, la première vraiment porte d'entrée là-dedans. C'est ton premier vrai projet que t'as fait toi-même. Ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être un de ceux dont je suis le plus fière parce que c'est celui qui m'a donné, tu vois, le rebond et l'essor pour y aller. Donc, Ok. on a commencé par ça. Ensuite, pendant ma licence, je suis partie en Erasmus à l'étranger, aux Pays-Bas. C'était super chouette. J'avais des cours d'entrepreneuriat. C'est la première fois que j'avais des cours d'entrepreneuriat en anglais. J'ai adoré. C'était très théorique, mais j'ai adoré. Et quand je suis revenue, bon, j'ai dû faire un stage. Donc, j'ai fait mon stage aux éditions Le Robert. J'ai pas du tout aimé. Je pensais vouloir faire du marketing. Je me suis rendu compte que non. Est-ce que je Donc, peux te poser une question? ouais, bien sûr. Tes cours d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? En licence, Aux Pays-Bas ou en licence? ouais. Et en fait, la question derrière, c'est quelle est la différence avec la réalité? C'est ce que j'attendais. En vrai, ils m'ont appris beaucoup de choses théoriques. Comment faire un BP, par quoi commencer, quelles sont les pistes à suivre. C'est très bien pour essayer de forger ton esprit Mhm. et de voir comment faire de manière concrète pour avoir des bases pour partir, parce que sinon t'es perdu, faut être honnête. Ouais. Mais après, la réalité est tout autre, hein, Ouais, bien et sûr. de loin. Mais Avoir les grandes étapes, je suis d'accord. et puis c'était aussi un peu, tu vois, une ode à la liberté d'une manière ou d'une autre, parce que tu réfléchissais à apporter une solution concrète à quelque chose. Tu définissais la chose en groupe, en équipe, dans le cadre de projets scolaires. Mais même si tu avais un barème à respecter et des étapes à réaliser, en fait, le sujet, c'était le tien. Donc tu t'appropriais déjà quelque chose. Ça, c'était chouette. Ce que tu viens de dire, apporter une solution à un problème, c'est ça ta définition de l'entrepreneuriat? Ouais. Et c'est se sentir utile, en fait. Se sentir utile pour soi et se sentir utile pour les autres. Enfin, on y reviendra, mais moi, c'est la raison pour laquelle j'ai monté ma boîte, tu vois. Donc, je pense que quand t'es entrepreneur, t'as besoin que ça vienne de tes tripes, t'as besoin que ce soit ancré en toi. Sinon, tu lâches très rapidement. Parce que si t'as pas la niaque et la conviction personnelle face aux, excusez-moi, hein, mais aux montagnes d'embûches, qui font partie de la chose, hein, Ouais, bien sûr. mais face à ça, tu lâches. Après, c'est chacun va je pense, on en reparlera, mais j'ai fait plusieurs expériences entrepreneuriales, donc la résilience, c'est une qualité que j'ai pu un peu développer, en tout cas. Ouais. Mais c'est hyper important de croire fort en son projet et d'essayer de fédérer autour. De toute façon, tu seras la meilleure personne pour le faire. Et tu peux pas fédérer si tu crois pas et tu peux pas. Et tu peux pas faire semblant quand Ouais. c'est de l'entrepreneuriat. En fait, ça se voit trop. Les gens qui font semblant, ça se voit, ils n'y arrivent pas et ils lâchent d'eux-mêmes. Et il lâche trop vite. Ouais. Tu sais que c'est notre premier. C'est quasiment la première leçon qu'on a eue dans notre cours d'entrepreneuriat central. C'était, il nous présentait un mec qui vendait des boissons d'hibiscus. Ok. Mais j'ai jamais vu un gars autant vibrer avec sa boisson d'hibiscus. C'était son monde, c'était ses mots. Il avait des termes. Il s'appelait le biz-boss. Il faisait du business parce que c'était le biz de l'hibiscus. Et, mais, enfin, trop marrant que c'est ça, toi aussi, le premier truc que tu sais. Ouais, je pense que c'est hyper important. Pour moi, c'est la base. Du coup, voilà. Et donc, oui, pour revenir un peu Amsterdam. sur les Pays-Bas, je suis revenue, stage, puis après, je suis partie, j'avais besoin de partir de Paris. Je suis partie à Strasbourg. J'ai fait un master en management et d'entrepreneuriat, donc ce qui m'a un peu convaincue. Et je suis revenue en France, pas du tout, je suis revenue à Paris. T'es pas parisienne? Si, de base, je suis T'es parisienne.
parisienne et justement, je suis partie en Erasmus puis à Strasbourg et je suis revenue pour faire un master d'entrepreneuriat entre une école de commerce et une école d'ingénieur. Ok. Pour avoir les clés pour bien réussir. Pour bien Est-ce que ça a fonctionné, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Ok. Et c'est à ce moment-là, donc tu as fait ce master d'entrepreneuriat à l'ESSEC et à Centrale. Ouais. Et tu es sorti de là avec cette idée. Ouais, ça a commencé. Donc, j'ai monté une première société qui s'appelait La Miche, que j'ai créée avec quelqu'un du master qui était un boulanger. Je savais que Tu peux nous décrire ce que c'est, La Miche? Bonne question, ça fait longtemps que je n'ai pas habitué La Miche. La Miche, c'était donc ma première société. Le but, c'était de revaloriser des invendus de pain qui étaient destinés à être jetés et de leur donner une seconde vie en les transformant en bière artisanale et anti-gaspi. Donc ça, c'était vraiment la mission de la boîte, c'était d'essayer de faire quelque chose de ces invendus de pain et de les utiliser comme une matière première dans le cadre d'une autre production. Nous, on a choisi de partir sur le marché brassicole parce qu'en fait, il y a eu une opportunité, mais ça aurait pu être n'importe quel autre marché. Le but, c'est pas de vendre des bières, c'était vraiment de revaloriser et on a trouvé cette solution dans le marché brassicole. Comment tu finis sur ce sujet? Comment je finis sur la bière? Non, sur le pain. Sur le pain. Bah, du coup, je savais que je voulais être dans l'anti-gaspi. Ouais. Je savais pas nécessairement si c'était alimentaire ou non alimentaire, mais on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais envie de me sentir utile et de faire quelque chose qui correspondait à ce que j'essaye d'être au quotidien et ce qui peut être cool pour les autres au quotidien. Donc je savais que j'avais besoin de créer, for good dans l'impact et l'anti-gaspi alimentaire est vite arrivé comme une solution. À ce moment-là, j'ai rencontré mon ancienne associée qui était gérante de boulangerie, qui lui avait des invendus. Et en fait, à un moment donné, en réfléchissant et en travaillant, il avait clairement des sujets au niveau du pain et on a cherché ce qu'on pouvait faire. On s'est rendu compte que la base de la bière, ça s'appelait le sicarou à l'époque. Et en fait, c'était réalisé à partir des céréales de l'alimentation humaine qui avaient fermenté avec de l'eau de pluie. Et on a repris cette base sur le concept. Ça, c'est la base historique? Ouais, de la bière. Ok. Ouais, ça s'appelle le sicarou, ça s'appelle Fléchir authentique. Incroyable. Et on a repris cette base qui a été aussi adoptée par d'autres brasseurs, en Toast-Style, etc., pour essayer de combattre le gaspillage alimentaire aujourd'hui. Ok. Ça, c'était La Miche. C'était La Miche. Comment ça a avancé? Comment ça s'est fini, La Miche? Sans vouloir spoiler. Pas du tout. La Miche, ça a été une chouette aventure. J'ai commencé du coup avec un associé, puis ça arrive, on sort d'école, on se lance rapidement, on fait pas forcément les choses bien. En tout cas, on veut les faire bien, mais on les fait pas forcément bien. Et ça a pas fonctionné. Tu disais avec ton grand-père, on peut te prévenir tout ce que tu veux, mais t'apprends sur le tas. C'est ça. T'apprends quand tu te pètes la figure, c'est ça. Et du coup, donc, on n'a pas réussi au final à travailler ensemble. On a été contraints de fermer cette société. Donc, c'était un problème d'association? Ouais. Qui est un des problèmes classiques de start-up. Ouais. Si tu devais refaire les choses différemment, comment tu ferais? Enfin, si tu devais aller donner un conseil à la jeune Camille de l'époque, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Fais un pack d'associés. Fais un pack d'associés, ok. Non, en fait, j'en ai beaucoup souffert de cette situation parce que ça a été très dur pendant quand même beaucoup de temps. Ton associé, c'était compliqué. Non, mais là, c'est la personne avec qui tu partages. Oui, et puis ne pas réussir à avancer ensemble et sentir que du coup, ça devient un poids alors que tu essayes de faire quelque chose qui est censé te plaire. C'était vraiment dur. Mais si j'étais pas passée par là, je sais pas si j'aurais eu la résilience que je pense avoir aujourd'hui. Ok. Dans le sens où si j'étais pas passée par là, je sais pas si... j'ai toujours été persuadée que j'étais convaincue par la mission de la boîte, mais je sais pas si ça aurait été à ce degré-là, tu vois. Okay. Et en fait, le fait on va en reparler, mais le fait de repartir de plus belle, ça montre que vraiment j'en ai envie et que je suis prête à combattre le gaspillage alimentaire. J'étais très heureux de voir le jour où tu as partagé. Je me relance en fait dans la MIF. Je dis ok, c'est magnifique quoi. Tu te relances vraiment dans la même mission. Enfin, tu crois et tu connais ce que tu fais. Bah c'est ça en fait. Juste pour expliquer, du coup, la MIF, on a fermé début 2023 et moi j'étais pas pleine, j'étais pas satisfaite. Ça c'est combien de temps? On s'était lancé fin 2020. Ok. Donc ouais. Et comment je pense que pour l'avoir vécu récemment, du coup, la fermeture, la liquidation d'une boîte, comment c'est dur, mais à quel moment tu t'es dit bon, là c'est sûr, il faut que j'y aille?
Justement, je me sentais Ouais, pas. il y a- En fait, il y avait un sentiment d'inachevé, de non accompli. Tu vois. C'est-à-dire que tu t'arrêtes parce que le marché n'accepte pas ton produit ou que tu t'arrêtes parce que t'as fait des boulettes ou quoi, c'est une chose. Que tu t'arrêtes parce qu'en fait une association n'a pas fonctionné et que c'est ça qui est déterminant, c'en est une autre. Et j'estime que ton dessin, c'est uniquement à toi de le choisir, pas à quelqu'un d'autre, ou en tout cas pas à une situation externe. Donc j'étais pas satisfaite et j'étais pas, tu vois, je me sentais pas épanouie dans le sens où j'avais pas été au bout de mes ambitions professionnelles et personnelles. Personnelles, je pense, parce que quand tu es entrepreneur, en tout cas quand tu décides de mener une activité d'entrepreneuriat, t'as envie de faire les choses bien, t'as envie d'aller au bout, t'as envie de, tu vois, c'est un challenge, enfin, ça reste un challenge perso d'une manière ou d'une autre, Ouais. et professionnel parce que le but de la base, c'était de revaloriser du pain. Et on n'avait pas du tout revalorisé assez à mes yeux. C'était vraiment que le début. Et donc, face à cette situation, je me suis dit, OK, t'as deux choix. Soit tu laisses tomber tout ce que t'as fait et tu pars soit sur un autre projet, soit devant le salariat. Ouais. C'était pas forcément ce dont j'avais envie. Soit tu te relances avec 2 fois plus de niaque. Et je me suis relancée avec 2 fois plus de niaque. Et donc, j'ai monté une nouvelle société qui s'appelle l'AMI, qui est désormais effective depuis mars 2023. Bravo. Donc on a un an, ouais, merci. Ça fait un an, ouais. Ça fait un an, on a soufflé notre première bougie il y a pas longtemps. Trop chouette. Et donc voilà, et donc on fait aussi des bières artisanales à partir d'invendus de pain. C'est le même concept, c'est la même mission. Le but, c'est vraiment de revaloriser des invendus destinés à être jetés. Toujours la même chose. On a souhaité coupler quand même notre impact environnemental avec un impact social. Et du coup, désormais, on travaille avec un chantier d'insertion qui emploie des personnes en situation de précarité professionnelle pour tout ce qui est récolte et transfo du pain. Ok. Donc, on voulait vraiment avoir un double impact. C'est devenu vraiment notre partenaire principal avec lequel on avance, notamment sur des beaux sujets pour fin 2024. Donc, c'est chouette. Et tu t'es associé dans cette nouvelle aventure ou pas? Non, T'as fait ça tout seul? non. Et parce qu'en fait, alors peut-être que c'est trop frais Ouais. d'un certain côté. Et je pense que s'associer parce que tu as des compétences manquantes, c'est pas la bonne manière de faire. Et je pense que justement, quand tu as des compétences manquantes, il faut recruter parce qu'en fait, si tu recrutes, c'est pour que les gens fassent mieux que toi. Et moi, je ne dirais jamais que je sais tout faire et mieux que les autres. Par contre, je sais fédérer autour du projet. Donc moi, ma mission aujourd'hui, c'est de fédérer autour des procès d'anti-gaspi, de démocratiser ça, et après d'avoir des gens en interne qui vont s'occuper de faire des choses mieux que ce que j'aurais pu faire. Je sais plus qui disait ça, mais ça doit être assez classique de la chose que je fais le mieux, c'est de m'entourer des gens meilleurs que moi Mais c'est ça. pour faire avancer. Et je suis d'accord. Ouais, mais t'es obligé. Je suis d'accord. Ok. Et après, c'est quoi l'histoire de l'ami là? Comment vous avez avancé? Comment tu repars après à la fin d'une boîte et tu dis bon ok, déjà tu prends la décision de relancer? En fait, t'es un peu dans une machine à laver émotionnelle. Parce que d'un côté, tu dois gérer une liquidation, qui est en cours. Et de l'autre côté, tu repars. On est reparti de zéro, hein, c'est-à-dire qu'on a changé de nom, on a changé l'adresse mail, on a dû donc tout recréer, on n'a pas pu reprendre les mêmes clients parce qu'on est en liquidation. On a fait très attention à tout ça. Ouais, on est reparti de zéro. Donc ça a été compliqué. Tu dis on? T'étais avec qui? Non, j'étais toute seule. Pardon. Et en fait, j'inclus tout le temps, Les gens qui peut-être qu'il écoutera, Étienne, mon ancien alternant, et aussi ma famille, bien sûr, mais qui a été mon bras droit pendant cette époque. Sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et il a été chez l'ami et chez l'ami. C'est beau ça. C'est beau. Donc une des perles que t'as trouvé, Ouais. que t'as réussi à fédérer. Ouais, qui était vraiment un chouette garçon et plein d'envie et de niaque aussi, donc c'est cool. Donc je dis toujours et j'ai pris ce réflexe de dire et à chaque fois on me dit mais dis je, et j'ai encore un peu du mal. Mais je l'ai aussi. Je sais pas si la dernière personne à qui j'ai parlé disait beaucoup on aussi, alors qu'elle porte aussi son projet seule. Mais je pense que c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est ça. Et qu'on se fait aider toute la fin. T'avances jamais. T'avances jamais seul. Et puis t'as une mission tellement importante que tu rallies les gens autour. Donc en fait, tu vois, c'est un travail groupé. Certains diront que c'est pas bon pour la communication, mais je pense que ça témoigne de ce que t'as vraiment. Je crois, en tout cas, j'ai du mal à dire dans le cadre de la boîte. Mais du coup, on s'est relancé. On s'est relancé début mars avec le salon de l'agriculture. Ça a été notre premier event. On a reçu notre prod. On a commencé à faire le salon de l'agri. Très bon salon, très 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 fatigant. C'est-à-dire qu'on a passé une centaine de fûts. Ok.
sur 9 jours. Donc un vrai challenge pro. Donc, t'as Mais vendu une centaine de fûts sur 9 jours, et c'était au bout de combien de temps de boîte? une semaine? Ok. Des fûts que t'avais déjà? Non, des fûts de la nouvelle boîte, on n'a rien récupéré de la niche. Non, mais, ok, donc des fûts que tu dois produire dans le futur. En fait, si tu veux, la niche a été fermée, on a créé la NI, on a lancé une production quand la niche a été fermée. Directement. J'ai décidé de créer la niche, j'ai lancé une prod, et derrière, j'ai reçu mes fûts pour le salon de l'agriculture. Incroyable. Et donc, Concrètement, comment tu lances une prod de bière à partir de pain? déjà, tu Je fais une t'assures. petite parenthèse, mais comme t'en parles, Non, mais t'as raison. pour qu'on imagine ce que ça veut dire. Une bière, déjà, c'est simple, c'est 4 ingrédients, donc c'est de l'eau, de la levure, des houblons et du malt. Ok. Le houblon, c'est en gros ce qui va donner le goût, et le malt, c'est la céréale, enfin la matière première. Donc nous, on remplace 30% du malt, donc on va s'occuper de récupérer du pain. À un moment, on l'a fait nous-mêmes, maintenant on passe par le chantier. Donc le chantier va récupérer du pain selon notre cahier des charges et selon notre charte de traçabilité, le transformer, nous le mettre sous forme de coco dans des sacs pour qu'on puisse l'utiliser. On l'amène à la brasserie et ensuite tous les autres ingrédients sont là-bas. On brasse avec le brasseur, on fait la prod, on laisse du coup tout ça en fermentation 3 à 4 semaines. En période de garde, etc. Et ensuite, on récupère la production et on l'enfûte dans la bouteille et on la distribue sous notre nom. Donc, en fait, on a beaucoup de parties prenantes qui sont nos acteurs privilégiés. À la fois le chantier d'insertion, à la fois le brasseur et le logisticien. C'est vraiment Les 3 gros partenaires. nos 3 gros partenaires sans lesquels on n'en serait pas là, en tout cas. Donc, Et t'as des relations professionnelles avec eux ou c'est des relations amicales finalement qui se créent? c'est une bonne question. Je pense que ça reste des relations professionnelles. Après, il y a certains acteurs avec qui ça devient un peu plus amical. Pardon. Non, je te laisse finir. Non, en fait, la personne, par exemple, avec qui c'est le plus amical selon moi, c'est la personne du chantier d'insertion. Mais je pense que c'est parce que la mission, elle est similaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il récupère du partages pain quelque pour chose. transformer et tu partages un truc qui est beaucoup plus fort qu'un logisticien ou qu'un Ouais. brasseur au final. Même si j'adore tout le monde, mais Ma demande, c'était en fait plus que c'était pas amical parce que ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser ce terme-là, mais c'était est-ce que finalement ça fait pas partie des gens que t'as fédérés aussi? Tu vois, le Yvan, le mec dont je parlais tout à l'heure, qui vibrait avec son jus d'hibiscus, il disait mais en fait, il faut que tous les gens qui soient dans votre cercle vibrent avec vous, quoi. ouais. Et que ce soit tes employés, et tes partenaires aussi. Alors, les partenaires, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont plein d'autres activités à côté. L'équipe, il y a pas de sujet. Enfin, le but de recruter, c'est de fédérer autour du projet et de réussir à véhiculer, tu vois, la mission et les valeurs de l'AMI. Pour l'instant, sur le territoire parisien, c'est déjà pas mal. Mais dans les partenaires, forcément, il y en a qu'on a plus fédéré, enfin, qu'on a forcément plus, comment dire, avec qui on a le plus d'attaches de par la mission de chacune de nos sociétés. Mais et c'est le chantier d'insertion. Après, on est très très proche du brasseur et du logisticien, mais c'est pas les mêmes relations. Ok. C'est un peu sûr. Ok. Pardon pour la parenthèse, t'étais en train de Aucun vendre 100 souci. fûts de bière Ouais, la première semaine. ouais, donc démarrage un peu sur les chapeaux de roue. On réussit à avoir une place au salon de l'agriculture un peu last minute. On a un stand qu'on partage avec une société dans les sauces. Donc on avait la belle sauce X Lamy sur le stand. Ça n'avait aucun sens. Excellent. Et pour la petite histoire derrière, c'est très drôle parce qu'ils avaient écrit sauce et X attachés. Du coup, ça faisait la belle sauce X Lamy. Donc ça a été notre début d'activité. J'ai encore la photo. Mais non, trop cool. C'est une bonne approche après pour aller chercher les gens. On vend pas des saucisses. Mais c'était très chouette parce qu'en fait, c'est un des premiers événements, tu vois, un peu B2B qu'on faisait de cette B2C, pardon, de cette envergure. Et on allait directement au contact des gens. Donc au début, les gens venaient parce que c'était de la bière et ils revenaient parce que c'était de la bière au pain. Et ça, c'est vraiment chouette parce que tu te rends compte que le goût pose pas problème et c'est ce qu'on essaye de véhiculer. On fait de la bière à partir d'un vendu de pain, mais c'est une bière au goût authentique. Et c'est pas une bière au goût d'anti-gaspi ou d'un vendu ou qu'importe, comme on a pu l'entendre au début. Non, pas du tout. Et donc, les gens revenaient et ils nous demandaient où est-ce qu'on pouvait nous trouver dans les commerces, dans les grandes surfaces, etc., etc. Donc, si tu veux, on avait ce sujet sur le salon, on a réussi à avoir des gens qui étaient intéressés, qui revenaient pendant le salon. Et on a même des gens qui sont revenus cette année sur le salon, puisqu'on l'a refait, de l'année passée, et qui nous ont dit, on vous a cherché. Et là, je crois que c'est un peu ta plus grande victoire. Parce que 1 an après, des gens qui te recherchent sur un salon parce qu'ils ont aimé ta bière et le concept, c'est vraiment cool. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir.
Et comme tu as dit, si tu veux te sentir utile, tu te sens utile, quoi. Tout sur les tiennes, c'est ça. Ok, génial. Tu viens de dire un truc intéressant sur la bière, elle a pas de goût d'anti-gaspi. Ouais. Et ce côté, je crois, reconditionnement, économie circulaire, j'ai déjà entendu que c'était une vraie difficulté pour les gens qui revendent des produits réutilisés, reconditionnés ou comme toi, issus du gaz, enfin, du gaspillage alimentaire. Comment tu changes la vision des gens? Enfin, est-ce que déjà c'est un truc vraiment global, il y a une petite peur, comment ça se passe? Ouais, mais ça évolue. Ça évolue? Parce que au tout début, quand je me suis lancée avec la miche et que je proposais de la bière au pain, on me disait: «De la bière à quoi?» Je disais: «Au pain». «Au quoi?» «Au pain». «Ah non, j'ai pas envie de prendre ça, je suis pas au Ouais. petit-déj». Ça, c'était, la phrase, bateau. Maintenant mais tu sais, c'était un enfer. Et maintenant, quand je vais voir un restaurateur, c'est: «De la bière au pain?» «Ah ouais, j'en ai goûté une» Ouais. ou «J'en ai déjà une, j'aimerais bien en mettre une deuxième à la carte». Et là, tu vois que les mentalités, elles évoluent. Pas au niveau du consommateur final, mais au niveau enfin, tu vois, du B2B. Et en fait, c'est eux qui vont vendre après tes bières. Donc, tu as besoin de fédérer autour de ça. Tu as besoin de faire comprendre que la bière au pain, c'est une bière qui est, voilà, artisanale, certes, réalisée avec du pain vendu, Ouais. mais que ça reste une bière classique, en fait. Ça reste une bière qui a été travaillée, qui a plusieurs maltes, plusieurs houblons, sur laquelle on a passé du temps pour créer une recette qui plaît à tout le monde. En tout cas, on a essayé. Et voilà. Et on va dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est encore, il y a encore des challenges. Je vais pas dire que c'est simple de vendre de la bière au pain parce que forcément, ça reste un marché niche dans le marché de la bière artisanale, mais on voit quand même des évolutions, tu vois, sur le marché. Et nous, notre maître mot, c'est l'accessibilité. Et donc, l'accessibilité, elle passe par l'accessibilité en goût, faire comprendre que justement, t'as pas ce goût de pain, et puis aussi l'accessibilité en prix et en géographie. C'est pour ça qu'on sort bientôt une nouvelle gamme. Ok. Puisque tu es sur ça, c'est quoi vos différents produits alors? Ah. Et en fait, c'est quoi votre donc là, t'as commencé, t'as vendu tes sans fûts. T'étais seul ou non? T'avais du coup ton alternant à ce moment-là? Ouais. Comment ça a avancé depuis? Bah, lui, du coup, il est parti faire un tour de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises. Pense fort à lui. Ouais, on pense fort à lui. Euh, J'ai recruté un nouvel alternant, une stagiaire en com. Et après, il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis. Voilà, enfin, c'est l'aventure aussi. Ton Là, enjeu, c'était de produire et de vendre un maximum de bière. mon enjeu, c'était de vraiment trouver des nouveaux commerces pour vendre parce qu'en fait, on sait qu'à un moment donné, si on veut subsister sur ce marché, il faut aller rapidement chercher des clients et rapidement vendre. Et il faut se faire une place avant que les autres prennent la place. Donc on a fait une bonne première année. Ouais, on a fait une bonne première année. Là, on a beaucoup d'ambition pour cette année. C'est aussi pour ça qu'on va faire une levée de fonds. Certes, pas forcément très importante, mais le but, c'est pas de faire une levée de fonds pour subsister, mais de faire une levée de fonds pour croître. Ouais. Notamment avec les sujets des JO et de l'été qui arrivent, qui sont hyper importants pour nous. Donc voilà, donc on est en train de s'occuper de cette levée pour recruter aussi nos premiers CDI. D'ailleurs, petit truc drôle quand même, parce que l'entrepreneuriat, souvent, on te dit waouh, c'est génial. Moi, je me suis pas rémunérée pendant 3 ans. Ok. Comment tu vivais? Comment je vivais? J'avais fait un prêt bancaire en étant étudiante Ok. pour payer mon master SpaceX Ouais. Central. Merci. Et j'avais fait un prêt bancaire plus important exprès. Et après, j'ai donné des cours à côté. Ouais. J'ai fait plein de petits tafs. Je fais plein de trucs, notamment des cours. Et je vivotais, comme j'ai dit. Mais et je vivote encore, hein, je me verse pas des gros salaires. Je suis au SMIC, mais j'ai aucune honte. Enfin, j'ai aucune honte à être au SMIC dans le sens où pendant longtemps, je me suis pas rémunérée. Je commence à être au SMIC et en fait, ça va que évoluer, tu vois. Ouais. Mais moi, tout ce que je gagnais, je le remettais dans la boîte. Ok. Je le remettais dans la boîte, soit pour produire, soit pour prendre des stagiaires, soit pour payer des salles. Et j'ai fait ça quelques années. Ça va très très bien avec la conviction. Tu peux pas faire ça sans conviction. C'est ça. Est-ce que t'as forcément peut-être un peu souffert de ça, mais est-ce que ça t'a pas ramené à une simplicité ou à quelque chose En fait, tu vois les choses vraiment différemment. Ouais. J'en ai clairement souffert. Et par contre, je pense que c'est une situation où il faut se mettre des deadlines. Parce que si tu t'en mets pas, tu deviens esclave de ton propre travail et c'est pas le but. Ouais. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, faut être honnête. Tu ne te rémunères pas. Les choses n'avancent pas forcément comme tu le souhaiterais. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu donnes tout et t'as rien en retour. Et ça, pour le mental, je pense que c'est très, très complexe à gérer si tu t'avances sans avoir aucun visu sur la suite.
Donc moi, je m'étais dit, fin de l'année max, je commence à me rémunérer, sinon j'arrête. Et j'ai commencé à me rémunérer. Il y a des mois où c'est plus facile, il y a des mois où c'est moins facile, c'est normal. Mais j'ai vraiment voulu commencer à me mettre quelque chose dans la poche parce que tu peux pas donner tout le temps tout ce que t'as si t'as vraiment rien qui arrive. Et le fait d'avoir un salaire minime, tu vois, mais un salaire qui rentre, qui émane de ton activité, donc de ce que tu produis, et ça change tout. Ta motivation au quotidien, ça va être du tout la même. Et tu parlais d'utilité, mais il faut avoir un fruit de son travail qui est aussi un peu financier pour pouvoir, comme tu Bien dis, sûr. c'est ce que tu viens de dire. Ouais, il faut pas être esclave de son travail, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Le but d'être entrepreneur, c'est de faire les choses comme tu le veux, et comme tu le souhaites, et de véhiculer ces choses-là, tu vois. Donc, si tu deviens esclave et que t'es dans une ambiance où tout est lourd, tout est compliqué, et en plus de ça, t'as 0 reconnaissance financière, tu peux pas tenir. Je tiens pas. Ouais. Alors, comment t'as tenu, toi? Bah, j'ai Qu'est-ce tenu. que t'aimais qui fait que t'es encore là Je suis quand même restée. avec le sourire et avec l'énergie? Je suis quand même restée assez longtemps dans une période un peu, tu vois, de flou entre quand mon associé est parti et quand on a fermé la boîte, sans forcément savoir ce que je voulais faire. Mais c'est là où je me suis rendu compte que la conviction que j'avais pour le marché de la bière au pain était vraiment importante. Et donc, je me suis accrochée à ça. Clairement, j'ai pu vivre parce que j'ai été aidée par ma famille, faut être honnête aussi, parce que j'avais des économies de côté et parce que j'ai donné des cours. Ouais. J'aurais jamais pu ça. Donc, je suis consciente de la chance que j'ai eue à ce niveau-là, tu vois. C'est aussi parce que t'as trouvé des solutions, t'as été aidé, mais comme tu dis, tu donnes des cours, Oui, on peut le voir comme ça. Mais oui, c'est vrai. t'as un peu des deux. Ouais. Un peu des deux. Mais du coup, enfin, sans ça, j'aurais pas pu tenir. Donc, par contre, j'avais des horaires compliqués. J'avais pas mal de taf, mais comme tout le monde. Et j'ai tenu parce que j'étais dans une situation un peu d'entre-deux. Où d'un côté, il y avait la niche qui s'arrêtait. De l'autre côté, je savais que j'avais envie de remonter quelque chose. Alors, j'avais rien planifié du tout, hein. Mais je savais que je croyais tellement fort en cette mission et en ce projet de manière globale que j'allais repartir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Sans savoir comment et quand. Et en fait, tu vois, le déclic, il s'est fait le jour où la liquidation a été signée. T'es sorti du tribunal et t'as dit, allez. En fait, voilà, le papier a été signé. J'ai dit, OK, c'est fini la niche. Maintenant, on remonte un truc. OK, comment ça s'appelle? Aucune idée. La croûte, la baguette, j'en avais aucune idée. On avait des brainstorming de l'espace. Mais au final, la mi a vu le jour et aujourd'hui, je suis très contente de ce qu'on fait. Est-ce que tu l'as dit un peu non, mais est-ce que t'envisageais d'autres chemins, le salariat ou t'avais goût? Tu viens de me dire, il y a la conviction de la bière au pain, de ce marché, de ce que tu voulais faire. Mais est-ce que le fait de dire, OK, c'est quoi les autres options et de les envisager, c'était de dire, non, je veux vraiment rester sur mon chemin actuel? J'ai été dans une position hyper compliquée parce que d'un côté, tu vois tes potes qui évoluent dans le salariat et qui commencent à avoir des carrières prometteuses. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, il y a toi qui trime, qui a pas grand-chose. Mais il y a eu un truc de contradiction entre mes valeurs et mes ambitions, tu vois. Parce que excuse-moi. Parce que OK, j'ai des ambitions de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose où un jour je me rémunérerai correctement. Ouais. Enfin, faut être honnête, ça reste aussi une ambition. Le fait d'entreprendre, c'est pas que résoudre des solutions. Quand tu décides de choisir ce chemin, c'est la base, mais après, t'es carriériste, forcément. Donc il y avait ce côté, voilà, tu peux gagner de l'argent dans le salariat et en même temps, il y avait ce côté, ouais, mais la liberté d'entreprendre et la liberté de mettre toute ton énergie dans une conviction qui est la tienne. En fait, ça, pour moi, ça a pas de prix, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai été contactée, hein, tu vois, par des chasseurs de tête comme beaucoup, en tout cas, je pense, qui ont eu des expériences entrepreneuriales. Entre aller dans une boîte où j'étais bien payée et essayer de remonter un truc et me dire, en fait, si ça échoue, c'est OK, mais je veux que ça échoue parce que j'ai pas fait mon max ou parce que le marché était pas là ou parce qu'il y avait d'autres raisons. Mais là, j'ai pas fait mon max. Ouais, En fait, c'était pas fini. C'était pas fini, j'étais bridée. Ouais. Et donc, quand t'es bridée et que t'as pas été au bout des choses, bah, t'as un peu ce sentiment et ce goût d'inachevé, tu vois. Et donc, j'étais en mode, bah ouais, mais non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai relancé la boîte. Une nouvelle boîte. Bravo. Qu'est-ce que t'aimes dans ton travail? Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Tu viens de le dire dans l'entrepreneuriat, je crois que t'aimes la liberté. Je crois que j'aime la liberté, mais je crois que ce que je préfère, c'est faire connaître le produit et fédérer autour.
fédérer autour. Quand je dis fédérer autour, c'est pas fédérer autour de la déroquant. Bien sûr, c'est mon cheval de bataille, mais c'est fédérer autour des procédés anti-gaspi, faire comprendre qu'en fait, il y a tellement d'autres marques, tu vois, de nourriture qui sont des produits réalisés à partir soit de pain vendu, soit de drèche, enfin, il y a plein de choses qui existent. Et je crois que ma plus grande fierté, c'est d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça ou n'a jamais voulu goûter à un de ces produits se dise, ouais, par principe, exactement, se dise, ok, je vais essayer. Ah ouais, pourquoi pas? Et ça, c'est un peu le truc qui m'anime. C'est très chouette. Et tu t'es centré sur le gaspillage alimentaire ou est-ce que tu parles aussi de l'économie circulaire en général? Moi, je suis plus centrée sur le gaspillage alimentaire parce que c'est un peu mon combat au quotidien et c'est quand même, enfin, c'est énorme quand tu regardes. Enfin, c'est un tiers de la production mondiale de nourriture qui finit à la poubelle, tu vois. C'est les chiffres. C'est effrayant, ouais. Ouais. Donc c'est un peu mon cheval de bataille, mais après il y a plein d'autres solutions qui existent dans l'économie circulaire qui sont géniales, hein. Enfin, moi des copains dans l'économie circulaire, j'en ai plein. Je pense à Néo by Nature qui fait des gels douches rechargeables. Je pense à Humain qui récupère plein de choses pour en faire des nouveaux produits. Enfin, il y en a plein. Il y en a Ouais. plein. Si vous cherchez des alternatives, faudrait que je note ça. Je vais noter, tiens, attends. Moi, je te passerai un des noms. Ouais, je suis chaud, je les noterai en bas. Je pense que quand tu as été touché un peu par ce côté, on cache beaucoup trop de choses et il existe des produits alternatifs qui réutilisent, en fait, enfin, moi, personnellement, ça me plaît tellement plus de racheter un produit qui a une histoire Bien sûr. et de me dire, OK, à la place de participer à la dépense de ressources, en fait, je participe à une économie alternative qui est en train de se créer. Ouais. Et je pense, Et on connaît pas assez, en fait. c'est ça. On Et cherche, c'est ce que parfois, on j'allais cherche des dire. choses Mais là-dedans. je pense qu'il faut éduquer le consommateur final. Et c'est ce que je préfère faire dans mon travail. C'est vraiment démocratiser ces modes de consommation et de production et essayer de faire comprendre que, en fait, tu peux consommer bon pour toi et bon pour la planète. Et que ça va ensemble, Et que ça va très bien ensemble. en général. Est-ce que est-ce que ça t'a formé à un nouveau type de relation à la consommation, ton travail et ce côté salaire? Tu veux dire par rapport au fait, enfin, par rapport au fait que je me rémunérais pas ou par Ouais. rapport au fait. Les deux, en fait. Je me dis que ces deux-là, ça t'amène forcément vers un truc, OK, en fait, je vais dépenser moins, mais du coup, je vais dépenser les trucs qui ont vraiment Ah bah tu revois tes dépenses, ça c'est sûr. Moi, ça m'a un peu aidé à moins manger de viande. Je suis pas du tout végétarienne ni végane, mais je pars du principe que maintenant, quand je veux manger de la viande ou du poisson, je le mange dans des bonnes conditions. Ouais. Donc soit, tu vois, ça vient du boucher, soit ça vient du resto, et c'est beaucoup plus du coup rare parce que je vais pas acheter. Avant, j'étais une fan de saucisses knacky, tu vois. C'était mon repas, genre tous les soirs. Ouais. Et en fait, petit à petit, bah, juste éthiquement parlant, ça m'allait pas. Écologiquement parlant, ça m'allait pas. Environnementalement parlant, ça m'allait pas. Socialement parlant, ça m'allait pas. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me dire, OK, j'ai envie de manger autre chose. J'ai envie de manger des bonnes choses et garder, tu vois, ça pour des occasions. Donc, je mange de la viande et du poisson de manière beaucoup plus occasionnelle, mais dans des bonnes conditions. Et après, par contre, c'est vrai que j'essaye aussi de consommer les produits des copains, tu vois, d'avoir des alternatives. C'est vrai, je vois C'est très bien. important. Je comprends. Qu'est-ce que t'aimes pas, du coup, dans ton travail? Quand les logisticiens répondent pas, quand tu ne sais pas où sont tes palettes. Non, plus sérieusement, ce que j'aime pas, Ou ce serait plutôt que ce que tu n'aimes pas, parce qu'en fait, ce serait quoi tes grosses difficultés aujourd'hui dans ta taf? en vrai, ma mission et ma plus grosse difficulté vont ensemble, hein. Ma mission qui est de démocratiser les procédés anti-gaspi, c'est aussi ma plus grosse difficulté. C'est vraiment pour moi le plus compliqué à faire. Parce qu'il faut réussir à fédérer autour de quelque chose qui est nouveau, qui est pas connu. Tu dois faire changer profondément une mentalité, en fait. C'est Ouais. un truc de ouf. Un mode de consommation et de production, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même complexe. Après, ce avec quoi j'ai le plus de difficultés, en vrai, il y a la communication, mais je suis nulle en com. Je suis vraiment nulle. Pourtant, tu communiques bien, hein. Non, mais c'est pas moi qui communique, hein. OK. Merci, Jade. Non, la communication, je trouve que c'est hyper important, mais je suis vraiment pas douée là-dedans. Ensuite,
je trouve que le fait d'asseoir ta vision sur un papier, c'est très compliqué. On te dit tout le temps, ouais, fais ton bébé selon ta vision, tes ambitions. C'est une des tâches les plus complexes. Parce qu'en fait, ta vision et tes ambitions, elles peuvent être tellement différentes d'une année à une autre. Je veux dire, tu peux avoir le même cheval de bataille final, mais la manière d'y arriver, tu vois, ça évolue tout le temps. Et du coup, ton bébé, il évolue tout le temps. Et du coup, c'est un enfer à remettre à chaque fois à jour. Donc ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, je suis alignée, tu vois, avec le fait que je veux démocratiser la bière au pain, je veux en vendre le plus possible, je veux passer. Mais en fait, entre les canaux de distribution qui changent, entre les produits qui se rajoutent, etc., c'est quand même compliqué à mettre en place. Et ensuite, ouais, ce que j'aime le moins, c'est la logistique parce que ça me casse la tête, honnêtement. C'est vraiment juste un moyen de faire réussir. Ouais. Alors que... Ouais. Alors que ce que j'adore, c'est être sur le terrain, parler aux restaurateurs. Et ce que je préfère, alors, de loin, c'est faire des salons. Faire des salons de B2C. Démocratiser, quoi. Ouais, démocratiser en direct, tu vois. Avoir les gens en face de toi qui te disent ah ouais, c'est cool. Ouais. On repasse. C'est quoi ta vision alors pour l'AMI dans 10 ans? En vrai, j'aimerais bien qu'on soit, tu vois, une marque sur le marché de la bière artisanale vraiment connue, aux côtés d'autres marques artisanales, mais qu'en fait, on arrive à se faire un nom pas comme une bière au pain, mais comme une bière artisanale. Ouais. Ça, c'est, je pense, ma première mission et enfin ma première ambition. Et après, j'aimerais aussi beaucoup que les petites marques là de brasseurs qui se lancent parce qu'ils ont envie de créer des trucs, ils fassent de la bière au pain, tu vois. Parce que ça aiderait à contribuer, enfin, ça contribuerait d'une manière ou d'une autre à l'émergence du marché de la bière au pain, à faire connaître le produit, à faire connaître du coup le goût et à ce que les gens se dirigent de plus en plus vers des alternatives éco-responsables. Ça, j'aimerais vraiment bien. Ok. Ça, c'est ta vision produit. Ouais. Ta vision personnelle ou ta vision de qu'est-ce que ce serait ton entreprise Dans 10 ans. Ouais. Même, ou même à moins long terme. J'ai toujours dit que si un jour il y avait un gros qui toquait à la porte parce que il voulait racheter la boîte et que il pouvait faire mieux que moi, je vendrais la boîte. Parce que je suis pas du tout dans ce combat, tu vois, dans le marché de la bière, t'as comme beaucoup qui disent ah ouais les gros, surtout pas, jamais je serais vendu à un gros. Il y en a plein qui l'ont fait, hein, tu vois, Gaïa a été vendu à Heineken, ça s'est fait. Moi, je pars du principe que si demain, tu as un gros industriel qui peut revaloriser 10 fois plus de pain que moi, et par contre, pas que ce soit du greenwashing, tu vois, que ce soit vraiment concret, mais qui peut amener la solution sur un nouveau marché. T'aides avec sa puissance de frappe et sa puissance financière. Bien sûr. Et ben en fait, j'aurais réussi ma mission parce que ma mission, c'est de revaloriser du pain. C'est pas de vendre de la bière. Ouais. Encore une fois. Et donc, si eux peuvent le faire beaucoup, beaucoup plus largement, bah, je suis prête à accepter. Merci. Merci. C'est une vision claire. C'est quoi pour toi, on sort complètement de l'AMI, c'est quoi pour toi réussir ou être épanoui? Voilà, vache. Je t'avais dit qu'à la fin, on serait... Je pense que c'est se sentir aligné entre ce que tu veux dégager et ce que tu ressens, et ce que tu as envie de faire. C'est très beau. En fait, si les trois sont alignés, ça peut que fonctionner, tu vois. Mais si tu as envie de faire un truc qui va pas avec ce que t'es ou la manière dont tu veux le faire, ça marche pas. Donc être aligné entre ta volonté profonde, ce que tu sais faire et comment tu le fais. Et comment tu le fais. Ok. Ouais. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est entre le je suis et je fais, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça. Et là, tu te sens aligné? Ouais, je me suis alignée. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas été dans le salariat, c'est que je sais que j'aurais pas été alignée entre ce que je fais et ce que je... Tu le sens un peu, je trouve, chez certains entrepreneurs, ce côté, en fait, c'est aucun autre mode de fonctionnement est possible. Ouais. Je dis pas que je resterai, tu vois, toute ma vie sur le projet de l'AMI parce que il y a plein d'autres projets, alors toujours dans l'impact qui m'intéresse, parce que c'est quand même un peu ma thèse de prédilection, tu vois. Ouais. Le fait d'avoir un impact environnemental ou sociétal. Mais en fait, je pense que j'ai besoin de ça pour me sentir humaine. C'est un peu bête à dire, hein. Mais je me vois pas vibrer autrement. Ouais, je crois. Tu vois. Et moi, je vais même te dire, plus loin, encore une fois, c'est bête et je me sens toujours bateau quand je dis des trucs comme ça, mais j'ai du mal à comprendre comment tu peux, à la fin, le soir, te coucher, dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je n'ai apporté aucune solution. Enfin, j'ai limite accentué le problème de la crise Complètement. sociale et écologique. Et en fait, c'est pas un jugement, hein, tu vois.
il y a des gens très heureux et je suis heureux pour les gens qui sont heureux, mais je trouve, enfin, moi, je partage tout à fait ça. Ouais, mais je dis tous les jours à mon équipe, si aujourd'hui t'apprends rien, c'est que t'as loupé ta journée. Ouais. C'est, pour moi, enfin, c'est la base, en fait. Il faut que tu te couches en étant soit fier de ce que t'as fait, soit avoir appris un truc. Mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Mais si t'as appris un truc, t'as réussi. Et comment tu te places, enfin, comment tu vois la crise écologique, la crise climatique, t'es sorti de l'éco-anxiété, Ça fait peur. Ouais. Je suis pas dans cette dynamique hyper anxieuse parce qu'en fait, si t'es dans cette dynamique, t'avances pas. Je suis forcément préoccupée. Enfin, tu lis les rapports du GIEC, t'as froid dans le dos. Dans un des derniers rapports, il disait quand même qu'en 2100, il y allait avoir un tiers des zones d'exploitation agricole mondiale qui allaient devenir inexploitables à cause du réchauffement climatique. 2100, c'est demain, hein. Ouais, ça arrive. C'est vraiment demain, tu vois. Et quand tu réfléchis juste à ça, en 2100, un tiers des zones qui deviennent inexploitables, ça veut dire que dès à présent, on sait qu'on est obligé déjà de repenser nos modes de production et consommation. Donc moi, je le vois plus comme ok, en fait, on se base là-dessus pour expliquer qu'on a encore plus besoin d'aller dans cette dynamique et, tu vois, essayer de créer quelque chose qui soit positif. Je suis pas dans ce truc de je veux brainwasher, greenwasher, tout le temps parler d'écologie parce que de une, les gens peuvent ne pas y croire et de deux, les gens peuvent devenir anxieux. Et c'est aussi, tu vois, le fait de faire de la bière, on fait un produit qui est convivial, qui réunit les gens. C'est pas pour qu'ils se sentent avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Nous, on veut vraiment proposer un produit qui est cool et qui plus est éco-responsable. Mais par contre, je suis convaincue personnellement qu'il faut qu'on revoie nos modes de production et de consommation. Et le fait d'avoir ce genre de stats, plutôt que de me faire peur et de me dire ok, on va droit dans le mur, bien sûr j'ai peur, mais je le dirai jamais, tu vois. Je te Et le dis même là, sans mais avoir peur, tu peux être tout à fait conscient de ce qui se passe et de bien ce qui sûr. va se passer. Mais au contraire, ça me donne la niaque pour me dire ok, en fait, on a encore plus besoin d'aller dans ce sens-là. Ouais. Ok. Tu vois ça finalement comme un moteur, quoi. Ouais, Et c'est marrant parce que tu l'as dit, c'est l'occasion de proposer des alternatives et de réinventer tout ça. Pour moi, c'est un peu le but d'écouter des gens comme toi. C'est en fait quelles alternatives on a et on va pas annuler nos modes de production éclatés. On va les remplacer. c'est ça. On va pas juste arrêter de manger de la merde. On Bien va sûr que oui. manger quelque chose de mieux à la place. Exactement. Mais en fait, il y a, enfin, tu vois, j'ai pas du tout la prétention de connaître tout et j'en connais certainement, mais même pas 1%. Mais déjà, avec toutes les initiatives que j'ai pu découvrir ces dernières années, en fait, si tout le monde consomme un peu de cette manière, Ouais. on se porterait tellement mieux. Et je sais qu'il y a plein d'entreprises qui commencent à naître, qui commencent à voir le jour. Tu vois, par exemple, truc tout bête, la consigne de verre. Ouais. En fait, ça fait des années que c'était oublié, alors qu'en Allemagne, c'est la norme. Et là, tu as plein d'entreprises qui se mettent sur le terrain. C'est génial. Enfin, tu vois, on est en train de vraiment repenser la chose et de manière profonde. Et pour moi, c'est une nécessité, mais c'est aussi une opportunité. Je suis d'accord. Et je crois que c'est l'explorateur là qui a fait le tour en avion, Picard, Ouais. qui dit enfin, je le dis très mal, mais l'écologie est la plus grande opportunité business ou la transition écologique est la plus grande opportunité business du siècle. Ouais. On reste très business. Non, mais il faut être honnête, en fait, tu vois. Bien sûr que tu crées une boîte parce que tu as des valeurs profondes, je pense, mais on n'est pas une asso. On est une entreprise. Ouais. Il faut faire la distinction, tu vois. Ouais. En tout cas, dans mon schéma, c'est ça. On n'est pas une association, on est une entreprise et on a le but d'être rentable et de pouvoir vivre de notre activité tout en faisant quelque chose qui nous tient à cœur et qui a pour but d'aider les autres d'une manière ou d'une autre dans leur, tu vois, dans leur conviction. Ouais, je sens. Et on vient un peu d'en parler, mais comment tu vois du coup, d'une façon plus globale, l'humanité, notre civilisation dans 100 ans? Qu'est-ce qu'on aura gardé? Enfin, comment tu vois? Moi, je pense pas qu'on fonce tête baissée dans le mur. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Alors, ça prend du temps. On est peut-être très en retard. Mais je pense qu'il y a une conscience globale qui est en train d'émerger et, et qui va donner lieu à des nouvelles, encore une fois, des nouvelles manières de produire, de consommer et des nouvelles manières de réfléchir euh, dans un sens positif de la chose. C'est-à-dire que je vois pas le truc en mode... C'est drôle, on en parlait ce midi avec Chitouf. Enfin, bref. On en parlait ce midi et un ami me dit ouais, tu feras quoi quand ce sera l'apocalypse? Et je lui réponds, mais ta question, c'est quand ce sera l'apocalypse ou si c'est l'apocalypse? Et il me répond, non, quand ce sera l'apocalypse, parce qu'on est sûr que de toute façon, il y en aura une. Et tu vois, ce truc de
waouh, toi, t'es vraiment sur cette base de, ok, tu penses qu'il va y avoir une apocalypse et qu'on va devoir changer nos modes de vie, en fait. Alors que moi, je suis plus dans la... Tu vois, Changeons maintenant, réduisons notre apocalypse. exactement. Et voyons ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est drôle, cette manière de voir les choses qui est complètement différente, où d'un côté, il est persuadé qu'en fait... Effondrement. c'est ça, on est voué à notre perte. Alors que moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on est en train de changer les choses. C'est l'effet placebo ou le contraire, l'effet nocebo. Si t'annonces et que tu penses tu fonces dedans, quoi. C'est un peu, c'est toujours la même chose, hein. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ouais. Donc ça, si tu penses négatif, tu deviens négatif. Tu vas y aller, quoi. Tu vas y aller tête. Ouais. Merci beaucoup. J'ai une dernière question à te poser. Si tu devais recroiser la jeune Camille dans quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux être déguisée. J'adore. Je dirais la vie, c'est pas tout rose. Ouais. Parce que c'est pas si facile que ce que tu croyais. Tu vas en chier, ma cocotte. Okay. Mais par contre, crois fermement en ce que tu peux faire, parce que peut-être que tu arriveras à accomplir des belles choses. En tout cas, donne-toi les moyens. C'est un beau mot de la fin. J'espère. Merci beaucoup, Camille. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!